Te dire que Rolex c'est juste une montre, tu me prends pour un fou? C'est un empire invisible de 10 milliards d'euros qui contrôle carrément Genève. Reste avec moi, tu vas découvrir comment un orphelin allemand a construit la plus grande machine à luxe du monde. Hans Wilsdorf perd ses 2 parents à 12 ans, orphelin seul au monde en Allemagne au 19e siècle. Tu imagines? Pas de parents, pas de repères, juste la douleur qui forge son caractère de dingue. Cette solitude, c'est là que sa légende commence. À 16 ans, il quitte l'Allemagne et débarque à Genève avec 0 en poche, travaillant comme vendeur de perles. Cet adolescent fragile a fait une promesse depuis sa cellule d'internat, aller en Suisse. Il l'a tenue, absolument dingue. Hans traite les courriers des clients du monde entier pour une maison horlogère. Pendant que ses collègues font juste leur job, lui il analyse chaque demande, comprend les besoins réels, étudie les tendances du marché. C'est comme ça qu'il devient expert avant ses 30 ans. À 24 ans, Hans fonde sa propre boîte avec un financier, Wilsdorf et Davis Limited. Tu sais combien de mecs fondent une start-up à cet âge? Très peu réussissent. Lui, il change le cours de l'horlogerie pour les 100 prochaines années. Hans cherche un nom pendant des mois, aucun ne lui plaît. Puis un matin sur un bus à Londres, Rolex apparaît dans sa tête. Ça ne veut rien dire, mais c'est parfait. Facile à dire, à mémoriser, à partager. Le génie du marketing avant l'ère numérique. À l'époque tout le monde porte des montres de poche. Puis Hans lit un bouquin sur la guerre sud-africaine et bam. Les soldats portent des montres au poignet. Il commande la plus grande production de l'histoire. Les autres le prenaient pour un fou. Pendant des années Hans cherche à rendre les montres étanches. C'est l'obsession de la marque. Puis en 1925, il découvre un brevet révolutionnaire et l'achète immédiatement. C'est comme trouver l'arme secrète. Le 15 juillet 1914, Rolex reçoit le premier certificat de précision classe à jamais accordé à une montre bracelet de l'Observatoire royal anglais. 3 semaines après, la Première Guerre mondiale commence. Le timing? Parfait. Octobre 1927, une femme en Rolex traverse la Manche à la nage dans les eaux gelées. Les médias explosent. Rolex achète la une du Daily Mail. C'est le marketing de génie, pas parler du produit, mais des gens qui le portent. Si tu veux découvrir comment Rolex contrôle le monde avec 30% du marché du luxe, abonne-toi immédiatement. Je te mets en alerte pour pas louper la suite qui va totalement te choquer. En 1930, Hans invente le système de remontage automatique à roteur silencieux. La montre se remonte toute seule quand tu bouges ton poignet. C'est encore la technologie standard aujourd'hui. Voilà le niveau d'innovation. 1934, Rolex lance le bracelet en or et acier appelé Rolls-Or. Subitement la marque devient pas juste bonne, mais prestigieuse. Elle bascule de marque de qualité à symbole de réussite absolue. Les pilotes de la Royal Air Force britannique pendant la Deuxième Guerre portent tous une Rolex au poignet. Pourquoi? Parce que c'est la seule montre assez précise et robuste pour les combats aériens. La marque devient synonyme de fiabilité extrême. 1945, Rolex lance la date Just, la première montre avec date changeante au calendrier. C'est aujourd'hui encore l'une des montres les plus vendues de la planète. Une innovation qui change l'industrie à jamais. Hans Wilsdorf offre une Rolex au général suisse Henri Guisan qui la donne à Winston Churchill. Puis à Dwight Eisenhower, futur président des États-Unis. C'est pas de la pub, c'est de la magie du positionnement. 1952, Rolex lance le slogan historique. Les hommes qui guident les destins du monde portent des montres Rolex. Simple, mais dévastateur. Aucune montre de concurrence n'a jamais osé autant. 1956, l'explorateur légendaire Jacques Cousteau porte une Rolex dans son documentaire sous-marin. Rolex n'a rien payé pour cette expo. Voilà la différence entre une marque normale et une légende. 1947, le pilote Chuck Yeager franchit le mur du son en pilotant le Bell X1. Au poignet, une Rolex. Après ça, personne ne peut dire que Rolex n'est pas pour les héros. 1962, le premier film James Bond sort avec Sean Connery. Il porte une submarinière Rolex au poignet. C'est fini, c'est l'arme secrète des espions. Rolex devient immortel. 1960, Hans Wilsdorf meurt à 79 ans. Il laisse toutes ses actions à la fondation Wilsdorf. Là commence quelque chose d'absurde, une entreprise privée gouvernée comme une monarchie secrète. 1969, Seiko lance la première montre au quartz. L'industrie suisse s'effondre. La part de marché passe de 85% à 15% en 35 ans. C'est un massacre. Pendant que les autres fabricants paniquent et produisent du quartz, Rolex refuse. Elle sort la Sidweller 4000, une montre mécanique étanche jusqu'à 1220 mètres. Elle parie sa vie sur la qualité absolue et elle gagne. La fondation Wilsdorf contrôle Rolex et ne publie jamais ses comptes. Elle gère entre 100 et 150 millions d'euros par an.
Elle finance tellement de projets à Genève que certains pensent qu'elle remplace l'État suisse lui-même. Le siège Rolex Plan les Watts à Genève a 11 étages au total. Mais 6 sont souterrains et totalement cachés du public. Pas de téléphone, pas d'appareil photo. Certains PDG doivent signer des pactes de confidentialité en partant. C'est dingue. Aujourd'hui, Rolex fabrique 1200 000 montres par an. Elle contrôle 30% du marché du luxe. Sur 3 montres de luxe vendues, une est une Rolex. C'est l'hégémonie totale. Depuis 1994, Rolex a dépensé 800 millions d'euros en immobilier à Genève. Elle contrôle environ 100 adresses prestigieuses à travers la ville. C'est une vraie puissance immobilière invisible. Les rumeurs disent que Rolex génère 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Elle emploie 14 000 salariés dont 9 000 rien qu'en Suisse. Elle est le plus gros contribuable du canton de Genève, tout simplement. Fait dingue, Rolex n'a eu que 3 PDG pendant tout son premier siècle d'existence. 3. Les dirigeants ne sont jamais virés même en cas d'échec parce que la fondation les protège. C'est une monarchie, pas une démocratie. T'as vu combien de temps un orphelin allemand a eu pour construire un empire immortel? Mets cette vidéo en favori, partage-la à ton pote qui rêve d'une Rolex. Abonne-toi pour découvrir les prochaines légendes d'empires cachés que personne connaît. À très vite.